Good afternoon, everybody. Bonjour à tous et à tous, je suis Karim Berkouk de la Commission européenne et je vais vous parler aujourd'hui de ce que nous faisons en termes de la recherche sur la douleur. Aujourd'hui, vous avez entendu parler de la perspective de DG Santé et maintenant vous allez voir ce que nous faisons en termes de recherche et innovation. Je suis le coprésident de la DG pour recherche et innovation. So, non-communicable diseases. Donc, les maladies qui ne peuvent pas être communiquées sont le plus grand fardeau en Europe. On a eu des maladies chroniques. Ce que ça veut dire aujourd'hui est qu'une fois que vous avez cette maladie, vous allez l'avoir pour toute la vie. Et bien sûr, c'est la gestion de la douleur pour toute votre vie. Bien sûr, les plus âgés vont avoir davantage plus de maladies et récemment, le coût des vaccins et des médicaments ont augmenté et donc les systèmes de santé ne vont pas pouvoir faire face à ces coûts dans l'avenir. Nous avons aussi l'inégalité, comme on a mentionné ce matin. Et les inégalités ne sont pas seulement entre les pays, mais aussi entre régions et au sein des villes. Même à travers des différentes parties des arrondissements ou des parties de la ville, il y a des inégalités. Ce sont les défis quand nous développons nos programmes de recherche. Comment est-ce que nous développons notre programme de recherche? Nous avons le programme de cadre qui s'appelle Horizon 2020 et c'est le côté financier pour la commission en termes de recherche. C'est la troisième côté en termes de recherche avec 80 milliards d'euros pour la recherche. Ça a commencé au début des années 80 et il y a 4 piliers qui sont présents sur le diaporama devant vous. Donc, le science excellent avec 24 milliards d'euros, leadership industriel 17 milliards, les défis sociétals et nous avons un budget de 31 milliards. Ce que je souhaite souligner est que la santé ne fait pas partie seulement des défis dans le système de santé. Si vous regardez les sciences d'excellence, vous avez 4 sous-catégories. Toutes les catégories sont des recherches ascendantes. Ça veut dire qu'on peut avoir de la recherche sur l'histoire, la douleur, la vie, tout. Tout va être évalué. Et si c'est important, on va les financer. Donc, il n'y a pas une description sur le type de recherche qu'il faut entamer. À part ça, il y a aussi des appels pour des propositions chaque année. Donc, même si vous n'avez pas un succès une année, vous pouvez avoir une amélioration l'année d'après, des projets l'année d'après. Donc, il y a 4 catégories. Il y a le Conseil de recherche européen. C'est le corps externe mené par des scientifiques. C'est une approche ascendante et vous avez les experts, les meilleurs experts en Europe. Après aussi, il y a les technologies de l'avenir où, pareil, on a encore des experts. Il y a aussi le côté Marie Sklodowska-Curie. Et dans ce cas-là, il y a le développement des meilleures capacités pour améliorer votre carrière. Après, il y a aussi la recherche en termes d'infrastructures
qui impliquent des projets qui ne sont pas peut-être impliqués dans le même sujet. Donc, dans ce cas-là, il y a des sujets qui impliquent les MRI, IRM, pardon, et les technologies diverses. Deuxième section, donc on a leadership industriel. On a le côté de sciences de production. Et on implique aussi un instrument en termes des petites et moyennes entreprises. Tout à l'heure, je vous montrerai des exemples sur ce que nous avons financé dans ce domaine en termes de recherche sur la douleur. Récemment, nous avons vu que on va plus loin des subventions traditionnelles, on va dire. Aujourd'hui, on parle plus des prêts, des emprunts. Et donc, s'il y a quelqu'un qui souhaite entamer un projet qui a plus de risques, on peut donner des emprunts. Et on peut donner des emprunts. Et s'il y a le succès, après, on peut les aider dans la subvention. Après, donc, attendez, on va juste voir cette diaporama. Un des plus grands défis sont les changements démographiques de la santé, et c'est sur ça que je souhaite parler aujourd'hui. En ce qui concerne ces défis, nous investissons dans la recherche collaborative. C'est un point essentiel de la recherche de la Commission européenne. Nous avons commencé ça pour des raisons politiques, on y voulait mettre ensemble des chercheurs de différents pays, mais à la fin, on a vu que c'est la meilleure façon de mener des recherches, et nous voyons en fait que ça permet une recherche multidisciplinaire, une approche multidisciplinaire, et de faire face aux défis du monde de la douleur d'une façon multidisciplinaire. Avec cette approche de recherche collaborative, nous essayons de traduire la science pour le bénéfice des citoyens. Donc, la plupart des fois, il y a des gens qui ne viennent pas vers la clinique, et donc on essaie de tester et démontrer des nouveaux modèles de système de santé, des approches et des outils. Nous travaillons toujours avec l'industrie sur la recherche, et nous donnons des preuves en termes du meilleur développement de politiques pour la santé. Nous pensons que la plupart des fois, nous ne sommes pas conscients quand on prend des décisions sur la politique, parce qu'on ne base pas les politiques sur les preuves. Et donc ça, c'est important de le faire. Comment est-ce qu'on le traduit pour la recherche sur la douleur? Donc ce que nous essayons de faire est d'essayer de répondre aux deux questions. Comment est-ce que est la douleur générée? Comment nous pouvons l'empêcher, l'arrêter, bloquer ou changer? Et aussi de voir la chronification de la douleur, comment ça commence, et le progrès. Ce que nous faisons est d'essayer de comprendre le mécanisme pour empêcher, pour améliorer en fait les thérapies efficaces, et d'avoir des diagnostics qui sont plus utiles. Donc, nous identifions des biomarqueurs et surtout des mécanismes neurobiologiques pour la chronification de la douleur. Nous établissons aussi un outil de diagnostic sur lequel qui est fiable en fait, et l'évaluation des patients à haut risque, et voir des traitements pour répondre aux besoins de nos patients. Et voilà, alors on continue, oui. Nous avons
plusieurs activités de politique. La première, médecine personnalisée. On essaye de développer une médecine qui se base sur les données que sur les sentiments. Voilà, ça peut être généré des génétiques ou bien physiologiques, psychologiques, des biopsies, ainsi de suite. Mais on essaye de trouver une médecine qui est basée sur ces données. Le but n'est pas de trouver une thérapie pour chaque patient, mais de stratifier encore mieux les personnes afin de pouvoir mieux les identifier leurs besoins et trouver une solution. On est en train de développer un programme avec les États membres pour aligner nos efforts dans ce domaine. Je vous rappelle, oui, c'est vrai, 80 milliards, oh là là, c'est beaucoup ça. Oui, mais c'est seulement 5% de la recherche dépensée en Europe. Voilà, le 85% appartient aux États membres. L'un des buts principaux de ces activités, c'est que, voilà encore, on essaye de passer à travers de la recherche, c'est-à-dire à la clinique. Beaucoup de personnes voient que la médecine, voilà, c'est-à-dire on a découvert enfin ce qu'ils ont et ce dont ils ont besoin, mais ça n'arrive pas chez eux. Peut-être parce qu'ils ne peuvent pas se le permettre. Probablement, un des premiers tests que nous avons eus dans le domaine du cancer, on nous a montré que si vous donniez le traitement basé sur certaines génétiques, dans 47%, la chimiothérapie était inutile. Vous pouvez imaginer la qualité de la vie de la personne et aussi, naturellement, ce que vous pouvez épargner, à peu près 2 000 € avec le test génétique. Oui, c'est vrai, ça veut dire un investissement, mais il faut montrer que on peut aussi épargner de l'argent au système, voilà, de soins. Le deuxième point que nous sommes en train de développer, c'est la grande donnée. Ce matin, nous avons parlé un tout petit peu des big data. Et voilà, ça génère beaucoup de données pour plusieurs raisons, pour adresser des questions spécifiques. Par exemple, nous avons l'initiative de biomonitoring humain qui essaye d'évaluer l'impact sur la santé. Ensuite, nous avons Léomix. Et maintenant, nous sommes en train de générer des données de la vraie chose, enfin. C'est-à-dire, ce que nous avons un peu dit ce matin aussi, c'est que il y a l'hypothèse, l'expériment, le test. Ensuite, je fais des tests cliniques et ensuite, ça passe au patient. Et puisque c'est au patient, voilà, là, ça reste. Et avec le real world data, là, alors, ça passe outre. Donc, ça sera une interaction constante entre les données réelles et la recherche. Mais peut-être c'est pas assez d'avoir ces données qui sont développées pour un focus, pour une raison spécifique. Comment est-ce qu'on peut combiner et marier toutes ces données ensemble? Nous avons un projet ambitieux maintenant qui s'appelle European Science Cloud, où nous souhaitons mettre au moins, c'est-à-dire puiser toutes les données de nos projets et aussi des données naturellement de ces 80 milliards d'euros. On voudrait les mettre dans une cloud afin que les personnes, les gens puissent les évaluer, voilà, partager leurs idées. C'est un projet très ambitieux, oui, mais au moins nous avons cette ambition, ça existe. On démarre. Et après, la question que nous essayons de développer, c'est l'approche centralisée sur le patient. Il y a quelques années, nous avons fait une étude où ils ont demandé aux physiciens et aux chercheurs quelle est la chose que vous essayez d'atteindre lorsque vous avez un patient en main.
Et ils ont dit, 8 sur 10 ont dit, j'essaye de trouver un remède pour cette maladie. Ensuite, ils ont demandé aux patients, quelle est la chose que vous voudriez avoir lorsque vous êtes sous les mains du docteur? Et 8 sur 10 ont dit, aménager ma douleur. Il y a donc une discrépance entre les deux buts, comme vous voyez. Donc, nous essayons de voir comment on peut aligner, comment on peut conjoindre, comment on peut marier ces deux buts. Nous avons de plus en plus des patients que nous souhaitons intégrer dans notre dessin de politique. Par exemple, dans notre groupe conseiller, voilà, nous avons un représentant de l'Organisation des patients européens. On organise beaucoup d'ateliers. On étudie, bien entendu, ce qui ressort des réunions différentes. On essaye de voir, du point de vue du patient, ce qui est susceptible d'être de plus en plus d'impact pour lui. En sus, il participe aussi à notre travail. Il y a 10 ans, une organisation de patients, voilà, projet de l'Union européenne, c'était l'exception. Aujourd'hui, c'est presque la moitié ou même plus, où nous avons la participation active. Ensuite, ça se complémente aussi aux chercheurs, au travail des chercheurs. Voilà, je peux dire que quelquefois, nous avons des idées proposées par les chercheurs où le patient ne veut pas même participer dans une telle chose, dans un tel programme. Par exemple, on est en train de développer la prévention d'une drogue ou pour une maladie, enfin, pour ne pas développer une maladie. Et avec tout ça, il y a des patients, il y a des personnes, même des personnes normales, enfin, qui ne veulent pas le prendre parce qu'il n'a pas la maladie. Alors, nous sommes en train de gaspiller beaucoup d'argent sur ce type de test, enfin. S'il y avait des personnes qui étaient beaucoup plus impliquées dès le commencement, on pourrait prévenir la maladie. Voilà, une chose qui marche très bien aussi, c'est d'avoir des problèmes, des patients qui participent au test avec tout ça. Et lorsque, naturellement, on peut communiquer les résultats au grand public, et voilà, là, c'est positif. Alors, des personnes sont encouragées de plus en plus. Alors, voilà, ici, vous avez un camembert au sujet de ce que nous avons financé à partir de 2007 jusqu'à 2017. Voilà, 168 millions, à peu près 17 millions chaque année sur la recherche contre la douleur, mais aussi nous avons des recherches frontalières, l'entraînement et la formation et la mobilité. On parle d'adresser enfin la douleur chronique, forte, des biomarqueurs, l'imaging, les modèles, la technologie, la prévention, la détection précoce et des tests cliniques. Je voudrais citer 2 ou 3 exemples très brièvement. Ici, nous avons le projet de DolorRisk. J'ai parlé de ça parce que c'était un projet de recherche collaborative qui est un excellent exemple de l'idée de la médecine personnalisée. En fait, ce qu'ils essayent de faire, c'est de certifier les patients basés sur les facteurs psychologiques et scientifiques. Lorsque vous avez mieux stratifié le patient, vous pouvez mieux naturellement développer un modèle pour la douleur neuropathique. 2 autres projets. Le premier, Eurohead Pain, c'est un projet qui adresse la migraine. Ils ont essayé d'identifier ça, des biomarqueurs différents, voilà, pour la chronification des attaques de migraine. Ils ont essayé d'identifier cela, des buts qui provoqués par les molécules. Et voilà, vous pouvez voir le type de recherche que nous sommes en train de financer. Je voudrais aussi vite dire que
Oui, parler au sujet de ces cas parce que il s'agit des petites et moyennes entreprises, voilà, que nous finançons aussi. Alors, voilà où va l'argent. Par exemple, nous avons Lucie. Voilà, c'était le monitoring d'une patiente. Voilà, on devait utiliser des biomarqueurs parce qu'elle avait voilà, des ordres en fin d'humeur. Ensuite, il y avait GEM avec accès vasculaire répétitif, 7 qui avait une douleur chronique, voilà, et Nanogroth, c'est un autre exemple, enfin, de patients avec douleur chronique. Voilà où va notre argent. Et on est en train d'aider avec du financement. Oui. Nous avons passé deux ou trois programmes sur les soins palliatifs. Je n'ai pas parlé de ça avant, mais nous soulignons ça parce que, principalement, enfin, ça a à faire avec le cancer. Donc, nous avons 28 millions dépensés sur ça au cours des 10 dernières années. Alors, douleur chronique ou très forte, une gestion de soins multidisciplinaires et ainsi de suite. Deux autres petits exemples pour vous montrer que, voilà, nous voyons des résultats. Nous voyons de bons résultats. Alors, nous parlons de l'EPCRC, voilà. C'était la première recherche sur le soin palliatif. Nous avons commencé à travailler là-dessus il y a 7 ou 8 ans. Ils ont établi un système de classification de biomarqueurs international et ce travail a donné l'évidence aux lignes de guide basées voilà, sur l'évidence, c'est-à-dire avec l'association européenne. Voilà. Un autre projet au cours des dernières années, nous avons vu une multiplication de la conception de la médecine contrôlée dans plusieurs pays. À niveau européen, nous avons une stratégie qui contrôle l'accès aux drogues illicites, tandis qu'on assure l'accès aux médecines qui sont naturellement contrôlées et ordonnées. Alors, il y a eu la recommandation à ces 12 États membres de l'époque, voilà, et cette recommandation a scanné la législation, l'éducation de l'éducation, pour les professionnels de la zone, voilà le point de vue culturel, et on a analysé tout ça et on a produit des recommandations spécifiques au pays, voilà, sur le sujet. Et ça a mené aux lignes de guide de l'Organisation mondiale de la santé. Voilà, ce sont les types de projets qui donnent l'évidence voilà, qui donnent l'évidence pour développer aux responsables politiques pour développer leurs programmes. Ensuite, nous avons l'Innovative Medicines Initiative, l'initiative des médecines innovatives, innovantes, c'est-à-dire, et nous avons un partenariat entre la Commission européenne et l'industrie. Et nous leur fournissons la moitié de l'argent. Et voilà, alors pour les recherches en fin de la douleur, c'est eux qui donnent l'autre moitié. Et je finis avec 2 diapos au sujet des activités de politique que nous sommes en train de développer à niveau européen. Comme vous savez bien, le marché unique numérique est quelque chose de très important sur le programme européen. Quelqu'un a déjà parlé de ça, c'était M. Seykel qui en a parlé. C'est très important dans le programme de Juncker. Ce que nous sommes en train de faire,
en conjonction avec une question qui est arrivée au milieu de mai en 2017. Alors, il s'agit vraiment de comment on peut utiliser le numérique pour améliorer le système de soins de la santé. Comment on peut travailler avec les données que nous avons, comment on peut mieux partager nos données de façon transfrontalière. Voilà, on essaye de voir aussi que le programme de médecine personnelle soit développé. On aura une conférence en octobre 2017. L'idée, c'est non seulement de structurer la médecine personnalisée en Europe, mais aussi en partenariat avec d'autres pays comme les États-Unis, par exemple, qui étudient la médecine de précision, Canada, Australie. Voilà, et on peut travailler avec eux. Alors, aussi, nous avons l'évaluation technologique de la santé en Europe. On essaie de donner une meilleure évaluation à ce que nous avons déjà d'existant, parce que parfois, on n'est pas si bien établi. Nous sommes en train de travailler sur le Open Science Cloud européen, mais nous avons déjà parlé de ça. Voilà. Ma dernière diapo. Alors, qu'est-ce qu'on prévoit pour l'avenir? 2018-2020. On essaye de développer un défi de bien-être et de changement démographique de la santé. Alors, nous soulignons l'environnement, la santé. Voilà l'étude de la vieillesse, enfin, avec moins de douleur, la santé globale. Voilà, ce sont quelques-uns des points, enfin, parmi d'autres que nous allons adresser. C'est tout ce que j'avais à vous présenter. Merci de votre attention. Mais avant de partir, Karim, nous avons une question, voilà qu'on m'a passée. Est-ce que vous pouvez parler un peu plus au sujet des projets à risque en ce qui concerne le financement? Peut-être vous pouvez donner quelques exemples. Oui, voilà, deux points à dire. Alors, premier, un programme général où nous donnons des prêts. Ce n'est pas pour ce type de projet. Un autre, nous avons un programme pilote, voilà, pour les maladies infectieuses. Car l'industrie n'est pas en train d'investir assez dans ce domaine. Et voilà pourquoi je cite ça à titre d'exemple. C'est pas mon domaine vraiment, mais nous avons eu je crois, 10 projets, oui, que nous avons financés comme ça, avec la Commission, enfin. Voilà, si vous voulez, je vous donne le site web et la liste des projets. On peut trouver tout là-dessus, enfin. En ce moment, nous sommes en train d'évaluer le programme et voir s'il travaille bien ou si on devrait aller outre, enfin. Dans 3 ans, nous allons continuer à travailler là-dessus, mais on est en train d'évaluer toutes les options pour voir jusqu'où on peut arriver jusqu'à l'année 2020. Et ça fait partie de cette étude. Merci infiniment.